real about how it affects our workplace. Resuming debate. Reprise du débat. L'honorable député de Jonquière. Merci, Monsieur le Président. Le 7 novembre 2017 était présenté en première lecture le projet de loi C-65 visant à prévenir le harcèlement et la violence dans les lieux de travail. Nous sommes ici devant une législation capitale et apprécions qu'un pas soit fait dans la bonne direction sur ces genres d'enjeux cruciaux. En tant que nouvelle porte-parole officielle du NPD en matière de travail, je me réjouis de prendre la parole aujourd'hui pour parler du projet de loi C-65 contre le harcèlement et la violence au travail. Ce projet de loi a été élaboré en guise de réponse multiples cas d'agressions sexuelles très médiatisées et survenus partout dans le monde. Dans le contexte actuel et dans la foulée des mouvements mondiaux #moi aussi et Time's Up, le Canada doit, plus que jamais, jouer un rôle de champion et de chef de file en veillant à ce que les milieux de travail de ce pays soient sûrs et exempts de harcèlement et de violence. Le Canada est aujourd'hui parmi les pays qui ont les meilleures lois contre les violences sexuelles. Pourtant, il y a des mesures législatives exhaustives pour améliorer les mesures de protection des travailleurs et des travailleuses contre la violence physique, sexuelle et psychologique au travail. La question du harcèlement psychologique mérite une attention toute particulière. En effet, le Bureau international du travail a identifié le harcèlement psychologique comme étant une forme de violence de plus en plus répandue dans les milieux de travail. Elle est également de plus en plus dénoncée par les universités et les syndicats tels que les Teamsters. Pas plus tard qu'il y a 3 mois, dans ma région, au Saguenay, éclatait un scandale au centre de formation professionnelle de Jonquière. 6 enseignants et ex-enseignants ont fini par dénoncer aux médias le climat de travail devenu insoutenable qui perdurait depuis plus d'une dizaine d'années entre les murs de l'établissement d'enseignement. Ces situations de harcèlement et d'isolement ne sont plus rares, en plus d'être en constante augmentation. Pour cause, ce résultat est l'effet des profondes transformations au cours des dernières décennies de nos modes d'organisation du travail, de nos conditions de travail, ainsi que de notre style de gestion. Les règles actuelles du marché du travail, qu'il s'agisse des exigences accrues de flexibilité ou de productivité, contribuent à accroître la vulnérabilité des travailleuses et des travailleurs et ont favorisé à l'occurrence d'incidents de harcèlement psychologique ces dernières années. La célèbre maxime « diviser pour mieux régner » de Machiavel semble plus que jamais être au cœur de l'actualité, malheureusement. Dans un contexte où épuisement professionnel, stress et souffrance au travail se banalisent, demander le respect de sa dignité au travail n'est pourtant pas un caprice, mais bien un droit fondamental. Le harcèlement psychologique n'est pas le seul type de cas qui doit susciter notre attention. La violence et le harcèlement au travail, aussi bien psychologique que physique ou sexuel, ont pris des proportions épidémiques et ont de très nets effets sur la vie quotidienne et la santé mentale des travailleurs et travailleuses de partout au pays, déclarait il y a quelque temps le président du CPC. Selon une étude du cabinet de recherche Abacus, publiée en novembre dernier, près de 50% des Canadiennes affirment déjà avoir subi une forme de harcèlement sexuel au travail. Un Canadien sur 10 déclare ce problème de harcèlement comme courant dans son milieu de travail. Et près de la moitié subissent le harcèlement d'une personne en position d'autorité par rapport à eux. Sans surprise,
les travailleurs à faible revenu et occupant un emploi précaire, ainsi que les femmes racialisées et allosexuelles, sont les plus susceptibles d'être harcelées au travail. Mais aujourd'hui encore, ceux qui pratiquent le harcèlement au travail n'en subissent que de rares conséquences. Pour cause, la directrice du service de la condition féminine d'Unifor, Lisa Kelly, soulignait récemment que bien trop souvent, les personnes qui signalent les problèmes et cherchent de l'aide continuent à subir des représailles. Monsieur le Président, cette situation n'est pas tolérable. La violence ou le harcèlement sexuel, physique, psychologique ou affectif au travail n'est pas tolérable. C'est cette même fermeté qu'exprimait notre chef Jagmeet Singh il y a quelques semaines lorsqu'il exposait sa politique de tolérance zéro à l'égard de tels comportements. Le NPD souhaite que tous les travailleurs et travailleuses du Canada se sentent en sécurité et protégés dans leur milieu de travail, y compris contre la violence et le harcèlement sexuel, physique et psychologique. C'est pourquoi nous appuyons l'initiative globale d'améliorer les mesures de protection contre le harcèlement et la violence dans les lieux de travail et que nous collaborons avec les organisations de défense des droits des femmes et de justice sociale afin que les politiques mises en place aient un effet concret et donnent la prépondérance à la sécurité de tous les travailleurs. Le projet de loi C-65 vise à établir un processus d'enquête permettant aux travailleurs et aux employeurs de mieux traiter les allégations d'intimidation, de harcèlement et de harcèlement sexuel. Le processus décrit dans le projet de loi suit deux volets semblables pour les milieux de travail sous réglementation parlementaire et gouvernementale. Une fois adopté, le projet de loi s'appliquerait à tous les milieux de travail sous réglementation fédérale, tels que les secteurs des banques, des télécommunications et du transport, qui représentent environ 8 % de la population active nationale. Alors qu'à l'heure actuelle, le Code du travail prévoit des régimes distincts pour lutter contre la violence en milieu de travail et le harcèlement sexuel, le projet de loi C-65 prévoit de fusionner ces normes de travail distinctes pour le harcèlement sexuel et la violence. Il affirme également mettre en œuvre des règles strictes de protection de la vie privée des victimes de harcèlement ou de violence. Ces règles s'appliqueront aussi aux parlementaires, à leurs employés et aux autres employés de la colline du Parlement. Monsieur le Président, le NPD a toujours lutté pour de meilleures protections pour les travailleurs et travailleuses. C'est pourquoi nous appuyons avec vigueur l'élargissement des dispositions visant à réduire la violence et le harcèlement en milieu de travail qui ne devrait en aucun cas être toléré. Bien que nous souscrivions à l'objectif du projet de loi C-65, ce dernier manque d'ambition et comporte certaines déficiences. Il faudra de nombreux amendements pour qu'il parvienne aux résultats pour lesquels il est prévu et pour offrir le type de protection auquel les travailleurs et travailleuses du pays s'attendent. On ignore encore la manière exacte dont ce projet de loi améliorera le processus de plainte pour le harcèlement ou comment il causera le moins de tort, comment il interagira avec la Commission canadienne des droits de la personne, ni même comment il protégera l'anonymat des victimes de harcèlement ou de violence en milieu de travail. La façon dont la mise en œuvre du projet de loi C-65 sera adéquatement financée n'est pas claire non plus. C'est pourquoi certains points du projet de loi méritent d'être étudiés plus en détail. Premièrement, bien que cette loi prétende s'attaquer au harcèlement et à la violence,
Ces termes ne sont pas définis dans le projet de loi C-65. Le Code canadien du travail, la loi sur les relations du travail au Parlement, ni la loi numéro 1 d'exécution du budget 2017. Seul le harcèlement sexuel est défini dans le Code canadien du travail. Une longue liste d'étapes et de processus visant à combattre certains comportements inappropriés est proposée, mais nulle part une définition de ce comportement n'est donnée. Cette absence de définition est de mauvais augure pour l'objectif du gouvernement de créer une politique modèle en matière de harcèlement sexuel. Si le gouvernement souhaite vraiment éradiquer la violence et le harcèlement, pourquoi confier ces définitions à la réglementation plutôt que de déposer un projet de loi clairement défini? Comment le gouvernement espère-t-il exempter le milieu de travail de harcèlement et de violence s'il ne définit pas clairement le comportement à éliminer? En l'absence de définition précise, le gouvernement nous demande de voter à l'aveuglette sur un projet de loi essentiel et pourtant extrêmement vague, pouvant par la suite être modifié sans consultation. C'est pas ça que nous souhaitons. Ces termes doivent être clairement définis, tant pour l'employeur que pour les employés, afin que ces mesures puissent être mises en œuvre de façon efficace. Certes, les définitions contenues dans les projets de loi restreignent les interprétations d'un mot donné ou préviennent les interprétations potentielles. Certes, l'ajout de définitions limite l'inclusion de situations futures dans le projet de loi ou entraîne l'exclusion de certaines éventualités. Mais il se peut être sage, dans certaines circonstances, de ne pas définir à outrance, dans le cas présent, le fait de laisser les définitions de harcèlement et de violence à l'étape de la réglementation n'est pas juridiquement contraignant. Ces définitions seront ultimement formées par la jurisprudence ou, dans certains cas, par des tribunaux chargés des milieux de travail en vertu du Code canadien du travail. Monsieur le Président, un second problème majeur mérite d'être souligné ici. Le gouvernement fédéral a, par le passé, manqué, je dis bien manqué, des occasions de veiller à ce que les victimes de violences physiques, sexuelles ou psychologiques obtiennent un congé lorsqu'elles sont affectées. Pourquoi donc le gouvernement prévoit-il pas un congé payé de 10 jours pour les victimes de harcèlement au travail? Le gouvernement devrait profiter de l'occasion pour intégrer un projet de loi, un congé payé de 10 jours, comme le préconisent la plupart des organismes de prévention de la violence fondés sur le sexe. Aussi, la loi serait-elle appuyée par le personnel et les ressources de formation nécessaires? C'est très peu, Monsieur le Président, 10 jours de congé payés. Parce que lorsque nous sommes victimes, soit de harcèlement psychologique, de harcèlement de violence même, ou de victimes de harcèlement sexuel, les séquelles restent pour la vie. Mais pour s'assurer, du moins, pour les victimes, une transition, il serait bon de prévoir dans ce projet de loi-ci des congés pour les victimes. J'aimerais ajouter également, si les inspecteurs et inspectrices du travail sont sollicités dans le processus, nous devons notamment veiller à ce qu'ils soient suffisamment nombreux et qu'ils obtiennent la formation spécialisée requise pour faire appliquer les nouvelles mesures. On parle d'enquêter, Monsieur le Président, c'est important que nous ayons des personnes bien formées et aptes à pouvoir le faire. Souvent, c'est des cas que nous devons laisser, c'est souvent empreint de préjugés, puis des gens qui n'ont pas la formation nécessaire peuvent avoir des effets très néfastes sur l'enquête, mais des répercussions également à long terme et nocives sur les victimes.
Des précisions sont également indispensables quant à l'éventuelle disponibilité et provenance de nouveaux fonds pour aider les milieux de travail à offrir le soutien requis et à enquêter sur les allégations de harcèlement sexuel. Sans quoi, l'efficacité de la loi pourrait être profondément affaiblie. Déclarer de nouveaux droits sans fournir les moyens d'assurer leur mise en application n'est d'aucune efficacité pour améliorer la protection des travailleurs et travailleuses et la sûreté du milieu de travail. Le gouvernement doit donc encore préciser quel sera le budget consacré pour mettre en place ces mesures, d'autant plus qu'elles seront accompagnées d'une large campagne de sensibilisation pour mettre en échec les idées fausses et les stéréotypes. Le harcèlement et la violence en milieu de travail ne devraient en aucun cas être tolérés. Mais lorsqu'ils surviennent, le processus devrait être transparent pour toutes les parties et les recours devraient être clairs. La loi doit donner aux personnes touchées le droit d'être informées de l'état d'avancement de leur plainte. De même, une représentation suffisante doit être assurée aux personnes touchées, comme souligné par l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada. Le projet de loi actuel offre trop peu d'informations sur ces points-là. C'est pourquoi certaines questions méritent d'être posées. Quel véritable recours le projet de loi C-65 offre-t-il aux victimes de harcèlement ou d'agression? Les travailleurs et travailleuses auront-ils le droit d'obtenir l'information pertinente suite à leur plainte? Comme l'a très justement souligné en novembre dernier le vice-président national de l'Alliance de la fonction publique du Canada, il demeure également décevant de constater que le projet de loi n'offre aucun recours aux personnes qui ont été victimes de violences sexuelles ou de harcèlement, à l'heure où des allégations de harcèlement sexuel fusent de toutes parts, de l'industrie du divertissement et dans le monde entier. De plus, nous nous interrogeons sur la façon dont le gouvernement compte mettre en œuvre de strictes règles de protection de la vie privée, s'il permet aussi au milieu de travail, sous réglementation fédérale et au Parlement, de recourir à des personnes compétentes provenant du même environnement de travail. Il semble clair que la vie privée de ceux et celles qui se manifestent ne peut être garantie dès lors que la personne, soi-disant compétente, sélectionnée pour jouer le rôle du médiateur, peut être un collègue de travail. Ma dernière préoccupation, Monsieur le Président, concerne l'effet de cette loi sur le rôle de la Commission canadienne des droits de la personne en ce qui concerne l'offre de solutions et la résolution de plaintes non couvertes en vertu du Code canadien du travail, mais plutôt par la Commission ou les conventions collectives. Comme C-65 interagira-t-il avec la loi canadienne sur les droits de la personne ou avec les dispositions des conventions collectives en vigueur, comme celles relatives au droit à l'arbitrage par un tiers? Le projet de loi C-65 serait grandement renforcé s'il garantissait à l'ensemble des travailleurs et travailleuses du pays le même niveau de protection. J'aimerais conclure, Monsieur le Président. J'aurais encore beaucoup de choses à dire. Je vois que le temps file sur le projet de loi C-65. Mais si vous me permettez, j'aimerais conclure avec tout ce qui s'est dit présentement au niveau de la deuxième lecture. Malgré les nombreuses initiatives de libération de la parole pour dénoncer le harcèlement sexuel qui ont récemment fait le tour du monde, certaines femmes et hommes ont encore du mal à témoigner. Comme si le sujet était coincé quelque part dans leur gorge. Comme si qu'un bouchon les empêchait de sortir et de divulguer les informations qu'ils gardent en eux si profondément. C'est des mots, des gestes, des émotions qui sont emprisonnés. Pourquoi tant d'hésitation? L'effet combiné du manque de confiance dans notre système judiciaire avec la confusion des différentes définitions qui s'y rattachent y joue un grand rôle. Si cette loi vise à lutter contre ces comportements, leur définition est
je le répète, une étape indispensable. Monsieur le Président, c'est à l'ensemble de ces questions qu'appartient au gouvernement de rapidement fournir des réponses et d'adresser de véritables solutions pour enfin mettre à tous les citoyens et citoyennes de pouvoir travailler dans un milieu sûr, comme ils le méritent et comme ils ont droit. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires. Questions and comments. The honourable member for Winnipeg North. Yes, thank you.